Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Deuxième jour de grève chez Cofinogain, un mouvement très suivi à Mérignac. La quasi-totalité des salariés y participent. Ils dénoncent l'absence de propositions de reclassement pour les 433 postes supprimés. Les syndicats réclament également la réindustrialisation du site girondin. Pas de réponse pour l'instant de la direction qui se dit contrainte de réduire la voilure en raison de la crise et de l'encadrement resserré du crédit à la consommation. J-3 avant la clôture du dépôt des parrainages pour les candidats à la présidentielle avec deux confirmations ce midi. Marine Le Pen pour le FN et Philippe Poutou pour le NPA ont tous deux obtenu les 500 signatures d'élus nécessaires. Mais ce suspense vrai ou faux a mis en lumière les défauts du système. Pour le démontrer, un opposant propose même d'acheter ces parrainages. Monsieur le maire n'en est toujours pas revenu. Il y a 10 jours, il a reçu cette surprenante proposition. Un certain club des élus basé à Choisy-le-Roi lui proposait de racheter son parrainage pour les prochaines élections présidentielles. J'aurais été assis, je serais tombé de ma chaise, mais là j'étais debout parce que j'ai récupéré ça au fax et j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était un canular. J'ai reçu ça le 3 mars, samedi 3 mars, en faisant ma permanence à la mairie. Et on me proposait, le club des élus, un club que je ne connais pas, me proposait d'acheter mon parrainage pour 1 352,50 €. Soit l'équivalent de l'indemnité d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants. L'auteur de cette démarche n'est pas totalement inconnu. Rachid Nekaz s'était déjà fait remarquer en 2011 lors des primaires socialistes en distribuant 1 € à toute personne souhaitant participer au scrutin. Mais cette fois, l'objectif de cet homme d'affaires est tout autre. À la tête de son association Touche pas à ma constitution, il souhaite dénoncer le système des 500 parrainages en vigueur. J'ai décidé de lancer une campagne nationale d'achat de parrainage de tous les élus de France, que ce soit les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux et même le président de la République à qui j'ai proposé un chèque de 19 800 €, l'équivalent de son salaire mensuel, afin de lui acheter son parrainage pour deux raisons. La première raison, c'est que je souhaite fortement l'abolition du système des parrainages des élus, qui est un parrainage d'ancien régime et qui favorise malheureusement la corruption. Et la deuxième raison, c'est comme vous le savez, plus de 90% des élus sont des hommes. Donc il y a un certain machisme de la part des élus qui empêche des femmes candidates de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Le service juridique de l'AMF ? C'était illégal. D'accord. Alerté par téléphone, l'Association des maires de France juge la proposition illégale, mais Rachid Nekaz affirme déjà avoir obtenu 41 parrainages dans toute la France. Une manière, selon lui, de démontrer l'absurdité du système et de mettre en avant sa proposition, un parrainage républicain de 100 000 citoyens pour chaque candidat. Belle prise pour les policiers rouennais. Ils viennent de démanteler un important réseau roumain spécialisé dans le trafic de cartes bancaires, de fausses cartes pour de vrais achats, ordinateurs, parfums, vêtements de marque. Il y en a pour plus de 100 000 €. Il a fallu plusieurs mois d'enquête pour stopper cette arnaque bien rodée. Les gens récupèrent des numéros de cartes bancaires sur Internet, c'est ce qu'on appelle le carding. Et de ces numéros de cartes qu'ils ont récupérés par des gens qui les vendent, ils les réencodent sur d'autres cartes bancaires. Et là, dans ce réseau-là, on avait des numéros de cartes bancaires avec des porteurs américains ou indonésiens. Une dizaine de personnes ont déjà été arrêtées et écrouées en région parisienne. C'est un procès très attendu qui s'ouvre cet après-midi à Blois, celui de Miguel Duquesne, un gitan dont le cousin avait été tué par un gendarme à l'été 2010. L'accusé comparé devant le tribunal correctionnel pour refus d'obtempérer aggravé. Il avait refusé de s'arrêter à un barrage routier. L'un des gendarmes avait alors ouvert le feu, tuant le passager âgé de 22 ans. Un drame qui avait provoqué la colère des gens du voyage et entraîné des violences. La gendarmerie de Saint-Aignan avait été prise d'assaut. Miguel Duquesne est depuis en détention provisoire. Ce père de 4 enfants risque 5 ans de prison. C'est une affaire qui doit être examinée aujourd'hui par le tribunal de Nantes. 4 Marseillaises salariées de la Société Générale ont porté plainte. Elles se dépeignent comme des victimes indirectes de l'affaire Kerviel. Elles demandent des comptes au patron de la Société Générale pour un dommage collatéral. Janvier 2008, un séisme ébranle la Société Générale. La banque annonce alors une perte record de 4,9 milliards d'euros. Perte liée aux agissements imprudents d'un tout jeune trader, Jérôme Kerviel. 4 ans après le tremblement de terre, voici venu le temps des répliques.
4 salariés marseillaises de la Société Générale attaquent leur employeur devant la justice. Lassées d'être moquées, dénigrées, voire insultées par les clients après l'affaire Kerviel, elles réclament aujourd'hui des dommages et intérêts. Mes clientes travaillent au service succession de Marseille de la Société Générale et tout naturellement, elles sont amenées, dans le cadre de leur fonction, à demander tel ou tel papier aux héritiers qui viennent les voir. Et le ton monte très souvent dans ce genre de circonstances parce que les clients disent « Écoutez, vous n'êtes même pas capable de garder 5 milliards d'euros, en quoi puis-je vous faire confiance pour la gestion de mes économies ou simplement pour l'administration d'une succession ?» Les 4 plaignantes marseillaises n'ont pas souhaité s'exprimer devant les caméras. Elles estiment ne pas avoir reçu le soutien qu'elles étaient en droit d'attendre de la Société Générale. Pour réparer ce préjudice, elles demandent chacune 15 000 euros. En tout et pour tout, tout en reconnaissant leur préjudice, qui est à la fois d'ailleurs moral et financier, puisqu'elles ont perdu beaucoup d'argent dans le cadre du fonds d'épargne entreprise, pour le moment, la seule attitude de la direction a été de leur distribuer un guide anti-stress. Comment résister aux insultes, aux incivilités de la part des clients. Ça fait quand même très peu. 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, voilà qui pourrait donner des idées aux 135 000 salariés de la Société Générale, victimes collatérales de l'affaire Kerviel. 300 soldats du régiment de marche du Tchad de Meyonheim s'apprêtent à partir pour le Liban sous mandat de l'ONU. Une mission de 6 mois qui a nécessité une préparation physique et tactique sur mesure. En effet, les tensions internationales font que la région est plus que jamais une poudrière. Des blindés de combat dernier cri pour intervenir au plus près du conflit le plus vite possible. C'est l'outil de travail de ce régiment d'infanterie mécanisée. Dans une petite semaine, il sera aux couleurs de l'ONU, direction le Sud-Liban. Nous, il faut qu'on se prépare à tous les niveaux de violence, à pouvoir intervenir aussi bien à un plus faible niveau, donc à un niveau quotidien de patrouille, qu'à un niveau contrôle de foule, qui est une particularité qu'on a et qui nous permet d'intervenir sur tout l'environnement de la FCR, et aussi on va dire un théâtre engagement majeur avec quand même en face Israël. Les 300 soldats du régiment de marche du Tchad se sont préparés à tous les scénarios possibles. Ici, sur ces images, c'est un char israélien qui franchit la frontière libanaise. Là, un soldat grièvement blessé qu'il faut évacuer. Il leur a fallu 8 mois d'entraînement sur mesure. La région reste sous étroite surveillance. La situation en Syrie, la situation en Iran, un certain nombre de conflits non résolus font que ça reste un chaudron permanent qui est actuellement extrêmement calme, mais où une résurgence des conflits n'est jamais exclue. Et ça, on doit s'y préparer. Notre travail est d'être prêt à faire face. Les soldats du régiment de marche du Tchad passeront 6 mois au sud du pays, à la frontière israélo-libanaise, avant d'être relevés par d'autres hommes de Meyonheim en octobre prochain. En Ariège, les pompiers ont lutté une bonne partie de la journée d'hier avec les flammes de plusieurs incendies sur les contreforts des Pyrénées. À l'origine de ces feux de forêt, la végétation grillée par le gel qui est très inflammable. Ce phénomène qu'on avait en altitude un peu plus haute, on l'a maintenant en altitude plus basse. Voilà. Donc la végétation est brûlée, et elle a été gelée. Et là, on a un phénomène d'embrasement si on ne fait pas attention, avec température haute et humidité basse. En Corse, 12 départs d'incendie ont été enregistrés ce week-end. Plusieurs sont dus à des écobuages mal contrôlés. Un certain nombre de consignes de sécurité doivent être respectées. Ramasser toutes les feuilles ainsi que les petits morceaux de bois. On fait un tas pour essayer que tout soit bien brûlé. Comme chaque année, avant l'arrivée du printemps, Jean-Baptiste Dominici profite de la fraîcheur matinale pour faire disparaître les broussailles du jardin de son cousin. Après avoir taillé et laissé sécher les branchages pendant quelques semaines, cet habitué des écobuages brûle ses mauvaises herbes à quelques mètres seulement de la maison et reste vigilant pour éviter que le feu ne se propage. Une fois que l'écobuage est terminé, on ramasse bien les cendres, on laisse bien brûler ce qu'il y a au fond, et puis avant de partir, on arrose. Ce week-end, plus de 25 hectares ont été dévastés par des incendies. En tout, les pompiers ont recensé 12 départs de feu en Corse du Sud, notamment à Porto Vecchio et à Soch, où des châtaigniers ont été emportés par les flammes.
La plupart de ces sinistres ont été causés par des travaux d'écobuage souvent mal maîtrisés. Nous avons des conditions météorologiques que nous enregistrons depuis déjà quelques semaines qui nous font que la végétation est sèche et qu'à partir du moment où des personnes mettent le feu soit dans leur jardin, soit sur des tas de végétaux qu'ils ont coupés, dans le cadre bien sûr du débroussaillement, et bien sûr ça part. Pour limiter les risques de propagation d'incendie, la préfecture autorise les écobuages, mais appelle la population à une extrême prudence. Elle conseille en effet de procéder à l'incinération de végétaux par petits tas, de préférence le matin. Et les habitants sont invités à surveiller le feu et à reporter à plus tard ces travaux de nettoyage en cas de vent. Des caméras de vidéosurveillance dans un cimetière, ça se passe à Lambre-les-Doués et c'est la solution choisie par le maire pour mettre un terme aux agressions, vols de métaux et de fleurs sur les lieux. Un choix économique car moins cher qu'un gardien à demeure. On ne s'entendait pas que ça aille jusque-là. Il y avait eu des vols dans le cimetière, donc. Mais disons, je ne m'attendais pas à ce qu'on mette des trucs de surveillance dans ce point-là, disons. Ouais. La mairie de Lambre-les-Douais a profité de travaux d'éclairage dans le cimetière pour installer ce dispositif réclamé par de nombreux administrés. On a eu des plaintes répétitives chez nous, au service d'état civil, de personnes qui constataient des dégradations sur les tombes. Alors, essentiellement des vols de métal, vous savez, le bronze, toutes ces petites choses, les croix, également des vols de fleurs, de plantes. Donc ça prend tout de suite une dimension très particulière parce que les gens se sentent agressés, quoi. Récemment, une vieille dame a même été bousculée ici par un inconnu qui lui a dérobé son sac. Les élus se devaient donc d'intervenir. Nous, ici, on a un agent de temps en temps qui vient faire du nettoyage, mais on ne peut pas mettre une personne en permanence, c'est pas possible. Et donc, ça compense le fait qu'on a un gardien qui vient le matin et le soir pour fermer, qui fait un petit tour pour regarder s'il y a des choses à nettoyer, mais en fait, on n'a pas une présence permanente. Ce dispositif de vidéosurveillance a coûté 12 000 €. Les images enregistrées sont stockées sur un serveur informatique pendant une durée de 15 jours. Elles ne seront visionnées par la police qu'à posteriori, si une agression, un vol ou une dégradation surviennent. Parlons littérature à présent avec une bonne nouvelle pour les fans d'Oxa Pollock. Le tome 4 sortira ce jeudi. Créé il y a quelques années par 2 auteurs alsaciennes, les aventures de cette adolescente aux super pouvoirs sont traduits en 25 langues. Retour sur une véritable success story. 2 ans jour pour jour après la sortie du tome 1, paraît le 4e volume des aventures d'Oxa Pollock. Oxa, une jeune fille au pouvoir surnaturel, collégienne, qui vit entourée de sa famille et de créatures imaginaires. Oxa, ou l'histoire incroyable de ces 2 auteurs auto-édités dans un premier temps, puis propulsés en tête des ventes. 2 ans qui ont fait de Sandrine Wolf et Anne Plichota les héroïnes de milliers d'adolescents comme ces jeunes Croates au moment de la sortie du livre à Zagreb. Moi je dirais un truc de ouf, un truc Allemagne. Suède. Je vois les choses un peu comme dans Star Wars, là, quand on est dans un tunnel d'étoiles. C'est un petit peu ça. Espagne. Taïwan. C'est un peu paniquant parce qu'on n'arrive pas à... On connaît l'histoire d'Oxa, mais là, par exemple, je comprends rien. On comprend rien. Donc, et pourtant, voilà, on l'a fait, mais on comprend rien. Je prends l'édition russe, Taïwan, tchèque, ça m'échappe. Et la Pollockmania, née à Strasbourg, a gagné toute l'Europe. Best-seller dans l'Hexagone avec 180 000 exemplaires vendus, Oxa est un succès plus grand encore en Allemagne. En Italie, Espagne ou Croatie, on ne compte plus les jeunes fans arborant la fameuse cravate d'Oxa. Les éditeurs étrangers rivalisent d'imagination pour le lancement de chaque volume de la série. En France, la saga d'Oxa n'est pas près de s'arrêter. Elle pourrait renaître sous d'autres formes, en jeux vidéo ou en bande dessinée. Tout de suite, votre édition des initiatives.